écologique, la relance écologique de l'activité économique. L'urgence écologique n'est pas une question à part qui doit être traitée comme ça au coin d'une table, c'est une question centrale, un enjeu central. On en a parlé tout à l'heure lors du début de cette émission, ce plan d'investissement massif, un plan de 100 milliards d'euros est promis. 100 milliards, c'est énorme. Comment trouve-t-on cette somme? Qu'est-ce qu'on en fait précisément? Et encore une fois, qu'est-ce que ça rapporte? On va y répondre avec Jacques Généreux, Jeanne et Anne qui nous ont rejoints sur ce plateau. Absolument. Alors, mon cher Jacques Généreux. Bon, aujourd'hui, donc on a parlé de cette relance, mais exactement, on a besoin d'en savoir un petit peu plus quand même sur ce plan de relance économique, comme si ceci était, on va dire, seulement l'objet d'une réponse à une crise, comme s'il n'y avait plus de crise aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation difficile et il me semble qu'en effet, la relance telle que nous la pensons est une vraie réponse. C'est surtout une nécessité. Ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il n'y a aucun programme aujourd'hui dans le débat de la campagne présidentielle qui se préoccupe de relancer l'activité. C'est extraordinaire, comme si les effets de la crise avaient disparu comme par enchantement. Donc nous sommes les seuls à remettre cette question évidemment à l'ordre du jour. En fait, elle est à l'ordre du jour depuis 2008. Donc pourquoi relancer ? D'abord parce que la population française subit toujours les conséquences de la récession de 2009, puis de la double récession, ça a redémarré après, la grande récession dans la zone euro et la stagnation de l'économie française en raison du choix qui a été fait des politiques de rigueur. Et le résultat de cela, c'est que nous avons 1 million de chômeurs supplémentaires. Encore, ça dépend, ça pourrait être beaucoup plus si on prend en compte différentes catégories de sous-emploi, qu'on n'entre pas tout à fait dans le chômage officiel. Nous avons entre 800 000 et 1 million de personnes supplémentaires qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc c'est un désastre social qui va bien au-delà parce que derrière des chômeurs, derrière des pauvres, il y a des familles entières, il y a des enfants qui pendant 8 ans ont pu grandir éventuellement effectivement dans la pauvreté, dans la peur, dans la forme de honte d'un enfant qui va à l'école et quand son papa est chômeur. Et donc cette situation est un véritable désastre social. Alors comprenez bien, si on avait relancé en 2009 ou en 2010 ou en 2011, peu importe, quand on regarde l'évolution du chômage, telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, on est passé de un peu en dessous de 7% de chômeurs au sens officiel, c'est-à-dire c'est l'estimation minimale du chômage, à 10% pour la France entière aujourd'hui. C'est-à-dire une augmentation de plus de 3 points du taux de chômage, uniquement à cause de la crise, uniquement à cause du choix qui a été fait de ne pas relancer l'économie. Alors nous, en relançant enfin l'activité économique, on verra tout à l'heure comment, déjà nous effaçons cette augmentation conjoncturelle du chômage et tous nos scénarios montrent qu'en étant raisonnablement optimistes, toutes nos estimations sont très raisonnables. On peut ramener sur le quinquennat le chômage autour de 6% ou un peu au-dessus de 6%. Ce ne sera pas le plein emploi, mais c'est les 2/3 du chemin vers le plein emploi. Et puis c'est une tendance finalement. Et mais cela dit, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que tu as l'air de dire que c'est facile, ou du moins, mais pourquoi est-ce que des gouvernements comme le gouvernement Fillon, par exemple, le gouvernement Valls, ensuite les gouvernements Valls, les gouvernements Ayrault aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu cette idée qui semble finalement assez simple, logique, juste? C'est parce qu'ils ont eu d'autres idées. Et parce que la social-démocratie, les socialistes et la droite conservatrice se retrouvent au moins sur un point depuis une vingtaine d'années en Europe, c'est qu'elles se sont converties à des logiques économiques parfaitement absurdes. D'abord, aux normes budgétaires européennes qui interdisent aux États de mener des politiques budgétaires efficaces puisqu'elles nous ordonnent de converger vers l'équilibre budgétaire à un moment où l'économie est en stagnation. N'importe quel individu qui n'a pas fait une année d'études d'économie comprend que si on vous dit de réduire vos dépenses, votre activité au moment où vous êtes déjà étranglé, c'est pas ça qui va relancer la machine. Alors, donc, ils ont fait ce choix-là. Alors pourquoi? Comment ils pensaient, du coup, soutenir l'économie européenne et l'économie française en particulier? Eh bien, leur doctrine, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire que ça repose sur l'idée, qui est chère au patronat, selon laquelle si on veut soutenir l'activité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'enrichir les entreprises en abaissant leurs charges fiscales, leurs charges sociales, le coût du crédit. Puis on dit, si les riches sont plus riches, ils vont
davantage investir. Si les entreprises ont davantage de marge de manœuvre et que le coût du travail est plus faible, elles vont davantage embaucher, elles vont davantage produire. Alors évidemment, c'est totalement stupide économiquement, parce que tout le monde comprend qu'une entreprise, par exemple, n'embauche pas quelqu'un juste parce que c'est pas cher. Vous embauchez quelqu'un parce que vous avez quelque chose à lui faire faire, c'est-à-dire parce que vous avez des biens, des services à produire, des commandes à honorer, que vous avez besoin de lui. Si vous n'avez pas de commande, vous n'avez pas embauché quelqu'un, même s'il est gratuit. C'est un parasite qui empêcherait les autres de travailler. Donc ça n'a pas de sens. Ça déconne. Voilà. Et de la même manière, une entreprise, oui, c'est mon d'économie. précédent livre, la d'économie. Là, on est en plein dedans. De la même manière, les entreprises ne vont pas se mettre à investir massivement parce que les taux d'intérêt sont faibles. Les taux d'intérêt, même à long terme, ils sont proches de zéro depuis des années parce que la Banque Centrale Européenne a inondé l'Europe de milliers de milliards d'euros de liquidités. Ben, l'investissement ne repart pas. Pourquoi il ne repart pas? Parce que les entreprises ne décident pas d'acheter des machines ou de construire des usines parce que l'argent est bon marché. Il faut qu'il y ait des commandes en face, il faut qu'il y ait des marchés, il faut qu'elles aient des perspectives d'avenir où elles se disent l'activité va redémarrer. Alors comment voulez-vous que les entreprises anticipent que l'activité va redémarrer quand les États eux-mêmes mènent des politiques qui réduisent l'activité? Alors finalement, la seule idée qui restait à nos gouvernements, parce qu'au gouvernement Sarkozy, Hollande, Valls, Macron, qui a beaucoup inspiré cette politique-là, Ou Sapin, pour défendre le CICE, le pacte de responsabilité, cette politique de baisse des charges. C'était quoi? C'était l'idée que certes, la rigueur, ça ne soutient pas l'activité, mais la baisse des charges fiscales et sociales, la baisse du coût du travail, ça va stimuler la compétitivité des entreprises. Elles vont exporter plus et c'est comme ça qu'on va relancer l'activité. Alors ça, c'est une stupidité, une absurdité économique supplémentaire. Parce que quand tous les pays européens se sont lancés dans cette course simultanément à essayer de piquer les marchés des autres en étant plus compétitifs, en réduisant leurs dépenses sociales, publiques, en abaissant leur coût du travail. Ben, à l'arrivée, si tout le monde est plus compétitif, personne ne l'est, tout le monde comprend ça. C'est-à-dire si tout le monde baisse ses coûts, baisse ses dépenses, personne n'a un véritable avantage de compétitivité, mais c'est toute l'Europe qui s'est appauvrie et qui est entrée dans une spirale justement de déflation et d'arrêt de l'activité. Donc c'est une ânerie économique totale. Donc la relance par la baisse des charges, par la politique de l'offre, cela ne marche pas. Et le pire, c'est qu'on le savait déjà avant la crise, on ne l'a pas découvert pendant la crise. On le sait depuis longtemps. Même l'OCDE, qui est une institution qui, pendant 20 ans, depuis les années 80, n'a cessé de dire qu'il fallait baisser les charges, faciliter les licenciements, enfin mener toutes ces politiques de l'offre. Dès 2004, donc on est 4 ans avant la crise, l'OCDE, dans ses perspectives de l'emploi, expliquait qu'en fait, au bout de 20 ans de réflexion et d'études sérieuses sur ce type de politique, en gros, on était incapable de montrer le moindre effet significatif de ces politiques de réforme du marché du travail sur l'emploi. Bref, elle disait, en gros, ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Donc la seule politique qui marche, effectivement, c'est d'agir directement par la relance budgétaire. La relance budgétaire, c'est-à-dire l'investissement public. C'est l'État qui investirait ici pour relancer. Mais moi, ce que je voudrais te demander, c'est comment ça marche? C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on n'a que ce choix-là? Et ensuite, voilà, comment ça fonctionne? C'est par où on prend cette perspective budgétaire-là? Oui. Alors, si on veut soutenir l'activité, pour les raisons que je viens d'indiquer, nous n'avons que le choix d'utiliser l'arme budgétaire pour relancer la demande, ça c'est certain. Maintenant, on peut relancer la consommation. Dans une certaine mesure, notre programme, à travers l'augmentation des salaires, du SMIC, des salaires dans la fonction publique, va avoir un effet stimulant sur la consommation. Mais nous voulons un plan de relance supplémentaire qui ne passe pas par la consommation, parce que la consommation, même si c'est très bien pour ceux qui vont pouvoir améliorer leur niveau de vie, la consommation, ça va beaucoup vers des importations, ça ne crée pas forcément de l'emploi intérieur. Oui. Donc nous axons notre plan de 100 milliards, on verra tout à l'heure le détail avec Anne et Jeanne, il est axé sur l'investissement. Pourquoi l'investissement? Les avantages de passer par cet investissement. Là, je vais être très concret. Si l'État investit 1 milliard, par exemple, dans la construction de logements publics ou de nouvelles infrastructures de transport collectif, peu importe, ce 1 milliard, ça fait immédiatement 1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaires pour des entreprises du bâtiment et du travaux publics, qui immédiatement doivent avoir d'ailleurs des salariés supplémentaires pour pouvoir satisfaire les chantiers. Ça remplit le carnet de commandes un peu. Ça remplit le carnet de commandes, voilà. Exactement. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce milliard supplémentaire de revenus qui a été injecté à travers ces entreprises, c'est des revenus des entreprises et des salariés qui va être dépensé. Donc c'est des achats vers d'autres entreprises, des achats qui vont soutenir l'activité dans d'autres secteurs, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a un effet multiplicateur. Quand vous mettez 1 milliard d'investissement dans l'économie, ça fait 2-3 milliards. Le FMI estime aujourd'hui
puisque lorsqu'on investit, on fait un investissement public de 1 milliard, l'effet multiplicateur est de 2 à 3, ce qui veut dire concrètement qu'au bout de quelques années, 3, 4, 5 ans, ça veut dire que ça a engendré en fait 2 à 3 milliards d'activités supplémentaires. Et nous, dans nos estimations de chiffrage, on a été prudents, on a pris ce qui est la moyenne observée pour les économies les plus avancées, c'est-à-dire un multiplicateur de 1,4, ce qui est fait par rapport au potentiel, hein, parce qu'on peut avoir l'effet maximum. On peut espérer 2 ou 3 ? Ça peut être beaucoup plus, mais on a pris une estimation. Donc vous avez cet effet multiplicateur qui justifie parfaitement le recours à l'investissement. Et aujourd'hui, toutes les grandes institutions internationales, pas seulement le FMI, mais l'OCDE, et même maintenant les économistes de la Commission européenne, eh bien, nous disent oui, c'est ce qu'il faut faire. On a besoin d'un choc d'investissement. Il y a 8 ans, on nous disait qu'il faut un choc de compétitivité, politique de l'offre. Maintenant, on nous dit qu'on a absolument besoin d'un choc d'investissement en Europe. On voit bien que c'est la seule chose qui peut marcher, qui peut relancer l'activité en Europe. Alors c'est extraordinaire parce que je me souviens avoir, avec Jean-Luc Mélenchon, dès 2008, avoir présenté avec d'autres camarades, justement, notre politique de l'époque, un plan de relance, le plan de 100 milliards d'euros. Donc c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on peut le dire à tout le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire le FMI, l'OCDE, la Commission européenne soutiennent le programme de la France insoumise. Enfin, simplement, ils ont mis 8 ans à s'apercevoir que c'était la bonne solution. De tout ça, je dirais, voilà, une bonne raison de nous faire confiance, c'est qu'il vaut mieux se fier à ceux qui savent avant la crise, ou au moment où elle se déclenche, ce qu'il faut faire, que ceux qui le découvrent 8 ans ou 9 ans après. Alors, je ne vous parle pas de tous ceux qui, aujourd'hui, en dépit de la conversion du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne, ne parlent toujours pas de plan de relance et de choc d'investissement dans leur programme, c'est-à-dire tous les autres. Alors, ceux-là, ils sont complètement has-been, c'est ça. Donc on va enfin devenir à la mode. Ils sont out. Voilà, ils sont out. Bon, mais cet investissement public, là je me tourne vers Jeanne, c'est une relance, mais pas dans n'importe quel sens. Alors Jacques a déjà parlé du fait qu'une relance par la stricte consommation, pour de la consommation finalement, c'était pas assez ou pas suffisamment intelligent par rapport à une volonté politique affirmée. J'aimerais bien que tu nous précises ça, c'est-à-dire une relance d'accord, mais quel type de relance ? Oui, alors notre plan de relance, il répond à des choix politiques affirmés. On ne fait pas, comme l'a dit Jacques, une relance comme on pouvait l'imaginer au XXe siècle, qui financerait des produits importés qu'on fait 3 fois le tour du monde. Appelons-la la relance à la papa. Voilà, on ne finance pas une relance à la papa, c'est clair et net. Relance carbonée. Notre relance, elle doit permettre de répondre à l'urgence sociale, de répondre à l'urgence écologique, de préparer le futur des services publics. Voilà, donc notre relance, elle doit répondre par exemple à la crise du logement, c'est complètement prioritaire. On doit augmenter la construction de logements publics. Ce grand plan d'investissement, il doit financer également un service public de la petite enfance. Ça, évidemment, ça participe de notre volonté d'assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. On veut également, à travers cette relance, permettre l'accessibilité de l'ensemble des services publics, des infrastructures publiques. En 2014, on a eu... Là, tu parles de la question des personnes en situation de handicap. Absolument. En 2014, on a eu une loi handicap qui préconisait, qui obligeait à cette accessibilité. À défaut d'un investissement public suffisant dans ce sens, aujourd'hui, on n'y est pas. Alors nous, on veut y arriver demain, parce que l'accessibilité des personnes handicapées, ça ne se négocie pas. Voilà. D'accord. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que ce plan de relance-là répond immédiatement à l'urgence sociale. Il répond immédiatement à l'urgence sociale. Tout à fait. Pour ce qui est, ça c'est la question de l'urgence sociale. Maintenant, je me tourne vers Anne, qui, elle, est plus spécialiste des questions écologiques. Il y a donc l'autre urgence à laquelle un plan d'investissement est censé répondre, à savoir l'urgence écologique. Tout à fait. L'urgence écologique qui nous pousse, nous, à proposer vraiment un plan d'investissement d'envergure pour la transition écologique. Donc, sur les 100 milliards d'investissements, 50 milliards consacrés à la planification écologique, donc l'axe majeur de notre programme pour refonder notre modèle de production et de consommation vers finalement un modèle qui consomme moins d'énergie, moins de ressources et qui propose aussi des solutions en termes d'emploi durable et relocalisé.
Alors attends, moi j'avais une question à ce propos. Souvent on dit, bon, la relance, ça va accentuer la croissance. Mais on sait aussi qu'il y a des effets pervers à cette croissance, d'où aussi l'idée que nous avons de faire une relance écologique. C'est-à-dire qu'il soit, peut-être, on va peut-être l'appeler une croissance, mais une croissance responsable, qui soit compatible avec notre écosystème. Oui, et on a fait le constat qu'il faut complètement refonder notre modèle énergétique qui dépend trop largement des énergies carbonées et qui dépend aussi du nucléaire concernant la partie électricité. Donc nous, on veut vraiment infléchir complètement ce modèle et notamment parmi les 50 milliards dans l'urgence écologique, un pan important des investissements, c'est pour véritablement changer de modèle et nous orienter vers un 100% d'énergie renouvelable. Donc 25 milliards d'euros pour finalement initier cette rupture dans notre modèle et vraiment fournir les moyens financiers pour des investissements en matière d'énergie renouvelable. Donc 25 milliards, un poste important. Le second poste, c'est aussi lié à la question écologique, à la question énergétique, c'est l'isolation thermique des logements. Il y a aujourd'hui plus de 4 millions de personnes qui vivent dans la précarité énergétique, donc qui dépensent beaucoup d'argent, ou alors ils renoncent carrément à un confort en matière thermique. Et donc ce sont ces logements qu'il faut isoler avec un rythme assez important qui nécessite donc des investissements forts de la part de la puissance publique. Donc 20 milliards d'euros dans notre plan d'investissement consacré à l'isolation thermique des logements. Et ça contribue finalement à baisser les niveaux de consommation d'énergie, à faire plus de sobriété et finalement œuvrer pour cette transition énergétique qu'on souhaite vraiment mettre en œuvre. Et enfin, une troisième mesure dans ces 50 milliards d'euros consacrés à la planification écologique, c'est un plan ferroutage. Donc là encore, l'idée c'est de sortir finalement de transport de marchandises qui se font aujourd'hui par camion et les passer par le train. Et donc repenser aussi les transports, la mobilité, donc 5 milliards d'euros consacrés à ce plan ferroutage. Et l'ensemble de ces trois postes, c'est un vivier d'emplois important. D'accord. Et donc on estime à plus de 500 000 emplois qui peuvent être créés dans ces secteurs des transports et de l'énergie dans le cadre de cette transition écologique. Donc des emplois durables et des emplois finalement aussi qualifiés qui peuvent répondre à l'urgence sociale également. Exactement, c'est-à-dire qu'on a vraiment ici, ce que tu décris parfaitement, c'est que c'est une boucle vertueuse, quoi. On est vraiment dans quelque chose de productif au sens noble du terme, pour le coup, et la question de la planification ici, tu l'as dit à de nombreuses reprises, c'est la planification écologique, c'est-à-dire que l'État est acteur principal et aux manettes, véritablement. C'est en ça qu'il y a un effet planificateur. On choisit ce que l'on veut faire vraiment. Il est acteur et il mobilise l'ensemble des forces de la nation, secteur privé, les consommateurs, les citoyens. Ouais. Et c'est aussi s'assurer d'une grande équité et justice sociale dans la façon de repenser le modèle de production et de consommation. Parfaitement. Et donc je me retourne vers Jeanne pour te demander, comment on peut maintenant décrire cet effet global et combiné de cette réponse d'investissement aux deux urgences sociales et écologiques. C'est un effet... Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de ça ? C'est un effet positif sur l'activité économique de manière générale. On en parlait tout à l'heure dans le cadre du cadrage macroéconomique. Ouais. L'investissement, le plan d'investissement, il va permettre de relancer la croissance. Il va permettre de relancer l'emploi. Et beaucoup des emplois sur les 3 millions d'emplois que nous prévoyons de créer, beaucoup ils tiennent à cette relance par l'investissement, en particulier les emplois dans le secteur marchand. On a les emplois publics qui sont liés à notre politique directe en faveur de l'emploi, qui sont liés à l'État employeur en dernier ressort, qui sont liés aussi aux embauches dans la fonction publique. Mais on a aussi les emplois dans le secteur marchand qui, eux, dépendent de l'activité économique, de la marche ou pas de l'activité économique. Et donc nous, on a chiffré que l'effet de la relance sur les emplois, ce serait la création de 2 millions d'emplois dans le secteur marchand. Voilà. Plus largement, donc cette création d'emplois et cet effet de la relance, ça permet une hausse des recettes fiscales et des cotisations sociales. Je le disais tout à l'heure, cette hausse, on l'a chiffrée à 55 milliards d'euros. Bon, ça fait beaucoup de sous, mais moi je me retourne du coup vers Jacques. Beaucoup d'emplois, d'accord, mais aussi beaucoup d'investissements, donc beaucoup d'argent avancé. Quid de la dette dans cette
mesure. Bon, alors, ce plan-là d'investissement, il sera financé par de la dette. Ah, Mais il sera financé par de la dette. Il sera financé par de la dette, par de l'emprunt. D'accord. Mais je tiens à rappeler tout de suite, parce que c'est bon de le redire, et ça a été très bien expliqué dans la première séquence autour de Jean-Luc Mélenchon. Globalement, notre politique est une politique qui n'entraîne aucune dérive du déficit public, qui reste dans la moyenne actuelle en pourcentage du PIB, et ça entraînera même, du fait que nous pouvons, nous, faire redémarrer l'activité, ça permettra même une baisse du taux d'endettement qui passera de 96-97% aujourd'hui à 87, en moins 10 points de moins. À comparer au fait que sous Nicolas Sarkozy, je crois, ça avait augmenté de 20 ou 25 points, et puis encore de 5 points de taux d'endettement sous Hollande. Donc nous, à l'inverse, on fait baisser de 10 points. Non, c'est juste pour bien recadrer le discours. Voilà, bon, parce que c'est... Voilà, calmer tous les rigolos qui viennent nous donner des leçons, puis alors surtout pas à moi, de rigueur dans l'analyse économique. Donc les rigoureux, c'est nous. Ceux qui savons gérer effectivement les finances publiques, c'est nous. Alors là, plan d'investissement massif, on finance par la dette. Ben, figurez-vous que c'est la seule chose sensée à faire, c'est ce que font toutes les entreprises. Quand une entreprise construit une usine, pour l'essentiel, c'est financé par des emprunts, par du crédit à long terme, et c'est normal. Quand des investisseurs privés construisent une clinique privée, une large partie de cet investissement est financé à crédit. C'est normal, c'est une dépense qui s'étale dans le temps, qui entraînera des ressources supplémentaires dans le temps, qui entraîne la création d'un patrimoine, qui est contrepartie de la dette. Ben, figurez-vous, c'est la même chose si c'est l'État qui construit des centres de santé publics. Sa dette, elle a en contrepartie un patrimoine collectif pour les Français, et puis l'investissement public, comme on l'a expliqué, ça engendre des recettes fiscales et des ressources sociales aussi supplémentaires dans le temps. Pour vous donner juste un chiffre, et là encore on a une estimation très raisonnable, c'est 55 milliards par an, au bout de 3-4 ans, de ressources fiscales supplémentaires. Alors on a ici un tableau très intéressant parce qu'on dit toujours, voilà, oui, mais chaque enfant qui naît en France naît avec une dette épouvantable. Voilà, 40 000 euros, vous voyez, par tête d'habitant. Le malheureux, il naît déjà, il doit rembourser 40 000 euros. Évidemment, c'est une image qui n'a aucune espèce de sens. Il se trouve que le malheureux, il est bien heureux parce qu'il naît effectivement avec une dette en tant que citoyen de 40 000 euros, mais en face, il a un appartement qui vaut 48 000 euros. Cet appartement, ça s'appelle la France. D'accord ? C'est l'ensemble du patrimoine public, des services publics, des actifs qu'il a à sa disposition. Donc son patrimoine net à la naissance, il est de 8 000 euros. Eh bien, ce serait une excellente chose que ça continue à augmenter, c'est-à-dire que nous enrichissions collectivement. C'est-à-dire l'investissement public collectif, ça enrichit tout le monde. Et le système de non-partage des richesses qui fait qu'au lieu d'investir, eh bien, la richesse va dans la distribution de dividendes et la spéculation, ça appauvrit tout le monde. Alors, pour bien montrer à quel point c'est raisonnable. Et pour terminer là-dessus, l'investissement public, ça fonctionne de la même manière ici que l'investissement privé. On accumule un patrimoine et on génère des recettes fiscales structurées qui permettent parfaitement de rembourser la dette. Des recettes fiscales. Des recettes fiscales. D'accord. Mais surtout, comprenons bien, si nous avions été au pouvoir en 2008, 2009, c'est-à-dire si on avait, ou un autre gouvernement bien inspiré qui aurait entendu Jean-Luc Mélenchon et ses économistes expliquer qu'il fallait faire un plan d'investissement de 100 milliards. Si on avait emprunté 100 milliards en 2009 pour faire ce plan de relance, on aurait évité la double récession. On aurait évité donc une augmentation de 5 à 700 milliards de la dette publique en France uniquement à cause de cette double récession et de la crise. Et donc, la rigueur et la crise, ça a augmenté la dette publique de 600 à 700 milliards d'euros. Alors moi, je dis, vous voyez bien, les vrais rigoureux en économie, que ça valait le coup d'emprunter 100 milliards, de faire 100 milliards de dettes supplémentaires à l'époque pour éviter 600 à 700 milliards de dettes supplémentaires. C'est ce que nous avons fait. Donc, il faut retenir d'une phrase l'essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'investissement public qui plombe les finances publiques et qui dégrade les finances publiques. C'est la rigueur, c'est l'austérité budgétaire, c'est le manque d'investissement public. Bien, il faut bien retenir ça, hein, Guillaume. Il faut bien retenir ça. J'ai essayé de tout suivre. C'était pas facile, mais je suis en train de prendre une petite leçon d'économie. Moi aussi. On n'a pas bien expliqué. Ah non, là, c'est clair. Je voudrais revenir sur les énergies vertes parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup et qui intéresse énormément de monde. Anne, les 100% d'énergie renouvelable, il faut y revenir et il faut insister que c'est 100% possible. Il faut insister sur ce sujet. Il faut insister sur ce sujet. C'est le 100% renouvelable.
100% possible, en effet. Donc c'est un horizon à 2050. Donc nous, on s'est vraiment fondé sur le travail d'experts ou même d'autorités publiques qui ont construit des scénarios pour montrer qu'on peut sortir du modèle énergétique actuel pour passer au 100% renouvelable, accompagné de la sortie du nucléaire. C'est bien les deux éléments. Voilà, Donc, 100% renouvelable avec la sortie du nucléaire, Avec c'est la sortie impératif du- pour arriver à cet objectif-là. Il faut être très clair là-dessus. C'est ça. Et donc, nous, on s'est quand même beaucoup adossé à ces scénarios. Il y a Negawatt, il y a l'ADEME, qui est l'agence de l'énergie, qui ont construit des scénarios, qui ont montré que c'était crédible et possible. Et donc, nous, on fait le pari, finalement, d'apporter les solutions politiques à ces scénarios qui représentent le futur, en fait. En fait, on va les réaliser. On va les réaliser. Mais pour ça, il faut investir. Et pour ça, il faut investir. La planification écologique. Bien sûr. Bien. Quelques questions Quelques d'internautes. questions sur l'ensemble des réseaux Dites-nous sociaux. les communautés. Il y a du Ah, monde. il y en a. Il y a du monde. On va laisser peut-être Anne répondre à cette question. Le Alors. passage aux énergies Et vertes regarde Anne. permettra-t-il de réaliser des bénéfices et si oui, sont-ils importants? Alors, il faudrait peut-être préciser ce Oui, qu'est le mot bénéfice. Bénéfice. En tout Ah, cas, oui. bénéfice sur le plan environnemental, ça c'est sûr, en termes d'économie d'énergie, en termes de création d'emplois, en termes de sobriété, que des bénéfices en fait. Oui, mais même des bénéfices pour des entreprises aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire nous ne sommes pas les ennemis ici du bénéfice. Quand Non. le bénéfice dans l'entreprise est par exemple dans le secteur énergétique, dans le secteur de fabrication qu'il faudra relancer d'ailleurs, notamment pour les techniques, parce que ce n'est pas le tout de relancer l'éolien, le solaire, etc. Il faut encore aussi que ce soit fabriqué chez nous. Bon, eh bien, ça crée aussi de l'activité pour des entreprises privées, et donc avec des bénéfices pour des entreprises privées. Quand ces bénéfices sont justement répartis et principalement destinés à réinvestir dans le secteur, c'est une excellente chose. Et donc il y a des bénéfices pour l'économie en général, en plus évidemment du bénéfice pour l'humanité, pour la planète, ouais. tout simplement. Donc pour vous voyez, nous. si on peut rejoindre les deux, c'est-à-dire l'efficacité C'est de nouvelles économique, techniques, c'est voilà. de la recherche, c'est Absolument, c'est tout ça qui de nouvelles activités. Parfait. On a une autre question? Une Je autre crois. question sur ce hashtag, Sur je vous le les rappelle cet circuits. après-midi, hashtag JLM chiffrage. Quid de l'investissement dans le bio, circuit court pour regagner l'indépendance alimentaire et en ce qui concerne également les emplois, combien et comment? Donc il y a une séquence sur consommer et produire autrement. Ah, On va y venir, mais c'était, donc on mais pourra rapidement, peut-être- quelques mots. L'idée, c'était de faire une transition, mais c'est pas grave. Je la ferai juste après. Je la ferai juste après. En quelques mots, pour introduire le propos, Anne. Non, mais c'est vrai que notre projet intègre un certain nombre de mesures justement pour développer l'agriculture bio, le développement des circuits courts qui s'inscrit bien dans cet esprit de relocalisation de la production alimentaire et de la transformation alimentaire. Voilà. Donc en effet, ça c'est un gage important dans notre programme pour atteindre l'indépendance alimentaire, et puis c'est en effet des emplois, et donc je dis déjà Justement, 300 000 puisque vous en emplois à parlez, l'horizon Anne, nous allons y 2022. venir dans quelques instants. 300 000 emplois. Nous allons Ah y oui. venir quelques instants. Avant d'y revenir précisément, peut-être pour conclure le propos de Jacques et de tout ce qu'on vient de se dire sur ce plan d'investissement de 100 milliards. On l'a dit, on investit 100. Quelles sont les recettes, un chiffre global qu'on peut retenir pour Espérer. conclure ce propos, Jacques? Les recettes, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qui gagne revient ensuite en termes de bénéfices dans les caisses de l'État après avoir investi 100 milliards? Je l'ai dit tout à l'heure, alors quand on fait tourner des modèles macroéconomiques un petit peu sérieux sur cette question, avec nos hypothèses, etc., en réalité, on peut faire apparaître que les rentrées, surtout après quand rentrées, vous indiquez les rentrées sociales aussi, pour les cotisations, pour le financement des systèmes de protection sociale, amènent à des estimations qui peuvent dépasser les 80 milliards d'euros de ressources publiques supplémentaires. C'est pour ça que je dis, nous, on est resté très prudent et raisonnable, en restant autour de 50-55 milliards de ressources fiscales supplémentaires. Et ça, c'est seulement au bout de 5 ans. Car à chaque fois il faut bien comprendre que nous, on raisonne sur 5 ans. Donc à chaque fois, on vous dit le taux de chômage va arriver à 6,2%. Dans 5 les ans. rentrées fiscales vont arriver à 55 milliards. Mais après, c'est une tendance. C'est-à-dire si grâce à notre politique, et si elle est poursuivie, et je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas reconduits au pouvoir, avec un résultat pareil, eh bien, ça signifie évidemment que c'est la tendance qui est engagée. C'est-à-dire qu'évidemment, le volume des ressources
disponibles vont s'améliorer. Le taux de chômage va continuer à baisser. La réduction de notre empreinte écologique va s'accélérer. C'est que tout va continuer dans le même sens. Et c'est ça ce qu'on appelle le progrès humain. Ce qui compte dans le progrès humain, c'est pas l'arrivée. On n'est jamais arrivé. L'histoire de l'humanité, on l'espère, est éternelle. Ce qui compte, c'est la direction. Voilà. Depuis 30 ans, dans les grandes démocraties, on est engagé dans le sens de la régression écologique, sociale, économique, morale, politique, démocratique, tout. Et ça va changer. La France insoumise, eh bien, on n'inverse pas la courbe du chômage, nous seulement. La courbe du on progrès. inverse la courbe pour reprendre le chemin du progrès humain, écologique et social. Merci beaucoup. Merci Jacques Généreux.